Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre émission hebdomadaire sur la chaîne Twitch LFI NUPES Monde. Vous l'avez peut-être remarqué, et dans avril, mai, dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, ça sera les élections européennes et nous avons bien l'intention de jouer notre rôle dans la campagne. Donc commence aujourd'hui une campagne d'information sur la chaîne Twitch LFI NUPES Monde, une campagne d'information sur les élections européennes, sur les institutions européennes, et nous vous prévoyons dans les semaines qui viennent des interviews de plusieurs candidats qui se trouvent sur la liste menée par la liste Union populaire menée par Manon Aubry pour les élections du 9 juin prochain. Nous vous rappelons que vous soyez en France, que vous soyez à l'étranger, vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. N'oubliez pas d'aller vérifier que vous êtes correctement inscrit, surtout si vous êtes français de l'étranger. Prenez-vous à l'avance, allez-y demain. Écrivez à votre consulat demain pour être sûr que vous êtes bien enregistré sur les listes électorales. Il se peut qu'il n'ait jamais été aussi important d'aller voter pour les prochaines élections européennes que depuis que ces élections existent. Voilà. Aujourd'hui, je vais inviter ma camarade avec qui je vais animer l'émission, Magali Mangin, qui est en Suisse. Moi, je suis Sublime, je suis à Tokyo. Et nous invitons aujourd'hui Sophie Rosaire. Bonjour Sophie, qui est conseillère politique au groupe de la gauche au Parlement européen et qui va nous parler aujourd'hui des institutions européennes, du Parlement et de toutes les bonnes raisons qu'on a de s'intéresser à cette élection qui vient. Bonjour Sophie. Bonjour, merci. Merci de nous donner du temps, de nous accorder du temps. Alors justement, ma première question, bon, moi je fais partie des gens qui connaissent très mal les institutions et le Parlement européen. Et la première question qui me vient, puisque je vais surtout poser des questions de candide aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est être conseillère politique dans un groupe au Parlement européen? Très bonne question, et c'est vrai que les institutions européennes sont souvent méconnues, aussi parce que, les médias français font quand même relativement peu l'effort pédagogique nécessaire en amont des élections pour bien comprendre ce qui s'y trame. Et Mm. sur cette mandature, en plus, on a eu de très, très gros dossiers, on va avoir le temps d'en parler, où l'action du gouvernement, la position qu'a tenue, Macron a été, particulièrement, heu, au détriment des populations européennes et dans l'intérêt du secteur privé. On y reviendra. Donc moi, effectivement, je suis conseillère politique au groupe de la gauche, dans lequel siège la délégation des Insoumis, mais pas que. On a tous les députés de la même famille politique de l'Union européenne. Donc on a par exemple le Sinn Féin en Irlande, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, Die Linke en Allemagne. Voilà, on a plusieurs délégations de plusieurs pays différents de l'Union européenne. Et mon rôle n'est pas celui d'une assistante parlementaire, mais en tant que conseillère politique, je travaille dans une ou des, en l'occurrence, moi je travaille dans 2 commissions parlementaires. Donc j'ai un portefeuille de dossiers, si vous voulez, que je maîtrise sur lequel j'offre mon expertise aux élus. Voilà, en gros, pour aller vite, c'est ça mon travail. Peut-être rappeler aussi, tu as bien fait de rappeler à quel point l'inscription sur les listes électorales était importante. Rappeler aussi, la date, de l'élection, le 9 juin, pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde pareil, pour tous les Français, c'est pareil. Après, au sein de l'Union européenne, on est entre le 6 et le 9 juin en fonction des pays. Mais pour tous les Français qui veulent voter aux élections européennes en France, pour voter pour la liste France insoumise, on est bien le 9 juin. Je fais peut-être un petit point de détail pour les Français de l'étranger. Je sais qu'en général, c'est surtout eux, qui regardent votre émission. Pour les Français de l'étranger qui sont dans des pays membres de l'Union européenne, ça peut être parfois, compliqué, puisque vous pouvez, en tant que résident européen, voter aux élections européennes du pays dans lequel vous résidez ou voter pour les élections européennes françaises. Donc moi, je vis à Bruxelles et j'entends
très, très souvent encore cette période des fêtes, de gens qui me disent: «Ah bah, je pensais que moi je pouvais voter que pour le PTB en Belgique, pour les élections européennes et pas pour la liste France insoumise menée par Manon Aubry». Non, non, vous avez le choix en tant que citoyen européen, vous avez le choix de pouvoir voter, soit dans le pays de l'Union européenne dans lequel vous résidez, soit pour les listes, électorales françaises. Donc attention, il faut vraiment vérifier qu'on est bien un inscrit et évidemment, on n'a pas le droit de voter 2 fois. On ne peut pas voter et pour le PTB belge et pour la Ah française. Ça, c'est pas possible. Voilà. OK, beh, justement, tu nous parlais de par exemple, toi, tu me disais que tu es dans 2 commissions parlementaires et que donc tu es sur des dossiers dont tu es un peu spécialiste en quelque sorte et c'est tu es sur quel, toi, tu es dans quel, registre, tu es sur quel type de dossier? Alors on est un petit groupe, donc on a des portefeuilles, très larges. Il faut Oui, savoir bah, être polyvalent. mmh. C'est pour ça qu'aussi que C'est ce pour ça serait pas qu'il mal qu'on faut soit c'est nombreux. pour ça qu'il faut que vous soyez plus nombreux. C'est pour ça qu'il faut qu'on envoie plus de députés, en Europe. Mais bon, je pense qu'il faut pas forcément, faut peut-être qu'on inverse l'ordre des questions, quoi, qu'on fasse un peu plus filtre et ça parce que moi je Mmh. travaille dans la commission des affaires constitutionnelles, donc on va tout de suite être, vraiment hyper Ah oui, précis. d'accord, OK. Le gros dossier de la mandature sur lequel j'ai travaillé, c'était l'idée de créer une haute autorité pour la transparence de la vie publique à Mmh. l'échelle européenne, qu'on appelle un organe éthique européen. Voilà, pour pouvoir aller chercher, fouiller dans les conflits d'intérêts des élus éventuellement et éventuellement les sanctionner à terme. Mmh. Donc voilà, Ouais, ça c'était mon d'accord, bah, gros dossier, on va mais il y en a peut-être y plein d'autres revenir plus plus importants tard avant. alors. Ouais, OK. Bah, alors du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne les institutions européennes? Oui, donc c'est vrai qu'on entend souvent, à Bruxelles, ils ont fait ci ou ils ont voté ça et c'est parfois un peu confus de savoir qui a fait quoi. Ouais. Donc en gros, il faut essayer d'imaginer que vous avez un triangle, ce qu'on appelle le triangle institutionnel. Mmh Tout mh. en haut de cette pyramide, vous avez, la Commission européenne qui a, on dit, le monopole de l'initiative législative. Ça veut dire que seule elle peut proposer la loi. Quel que soit ensuite le format de la loi, que ce soit un règlement ou une directive, peu importe, on va dire la loi, c'est plus simple. Elle peut proposer la loi. Ensuite, le Parlement européen peut amender cette proposition et le Conseil, où siègent tous les ministres européens, où ils sont divisés en groupes en fonction de leur ministère. Donc si par exemple on pense à, pour revenir à la mandature précédente, le combat de Younous Omarjee sur la pêche électrique, vous avez tous les ministres de la pêche des 27 États membres de l'Union européenne qui se réunissent et qui discutent de cette proposition. Le Parlement fait la même chose de son côté et une fois que chacun a voté ses positions, les 3 institutions discutent ensemble jusqu'à arriver à une proposition de compromis. C'est effectivement très, très éloigné, du modèle, français. D'abord parce que le modèle, français est quand même extrêmement, monarchique, on pourrait dire, puisque le président décide beaucoup de choses, tout seul. Là, il y a vraiment effectivement ce que les macronistes se plaisent à rappeler, mais sans jamais le faire, une culture du compromis à l'échelle européenne. Donc ça veut dire que pour nous, insoumis, il faut toujours avoir ces lignes vertes et ces lignes rouges bien claires en disant jusqu'où on peut accepter de éventuellement abaisser nos exigences. Si on parle d'un impôt, d'un ISF européen, par exemple, d'un impôt sur la fortune, européenne, à combien on fixerait, le pourcentage? Là, on imaginerait qu'il y aurait des négociations et que nous, on serait, avec la proposition la plus radicale et que finalement, il faudrait accepter un compromis. Donc c'est ce jeu institutionnel qui est parfois un petit peu compliqué et c'est souvent du côté du Conseil où, en fait, les États membres, dans ces réunions qui sont à huis clos, hein, donc il y a aucune transparence, c'est souvent là que le Conseil bloque. On y reviendra peut-être dans certains dossiers, mais par exemple, dans le dossier sur Uber, sur la directive sur, les plateformes, sur les travailleurs des plateformes, c'est là où la France de Macron a fait énormément de détricotage du texte, s'est trouvé des alliés comme l'Italie ou d'autres pays pour bloquer le texte, bloquer la négociation, jusqu'à il y a 2 semaines, là où finalement il y a un accord qui a été trouvé.
Voilà pour je sais pas si je vous avais Oui, si on peut justement, je suis en train d'essayer de les, c'est peut-être que tu vois mon visage en train de se décomposer. Je suis en train d'essayer d'uploader, sur le dans le stream, les graphismes, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Mais quand Gauthier sera revenu, il nous fera ça et on le remettra, à ce moment-là. Et oui, parce qu'en fait, c'est quand même c'est quand même vu de l'extérieur, ça a quand même l'air d'être une usine à gaz, non? usine à gaz, je sais pas, je te laisse ce terme, Ouais, complexe, complexe, évidemment. très complexe, ouais. Ce qui est évidemment antidémocratique de notre point de vue, c'est le fait que contrairement à n'importe quel parlement dans le monde, le Parlement européen ne peut pas proposer la loi, il peut simplement l'amender. Et Ouais. là, on a un autre problème en plus qui est qui c'est qui propose? C'est la commission. Et la commission, c'est qui? C'est des personnes qui sont non élues, qui sont certes nommées par les gouvernements en début de mandat. C'est ce qui va d'ailleurs se jouer à l'issue du 9 juin. C'est pas seulement la réélection des parlementaires, mais c'est avec cette majorité qui va se former, est-ce que la droite aura le plus grand groupe? Quelle sera la place des extrêmes droites dans ce schéma-là? Je dis au pluriel parce que on a désormais toute une gamme de fachos. Euh, à l'issue de ces élections, il va y avoir une espèce de mercato où les présidences de ces différentes institutions, à commencer par peut-être celle qui est la plus connue, Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, bah, elle est recandidate à sa succession, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça dépend des majorités à l'issue des élections. Mais justement, tiens, parce que Ursula von der Leyen, elle est pas élue, elle est nommée, c'est ça? Elle est nommée Oui, c'est par la proposition des ministres et des chefs heu, d'État européens. européen et elle est donc, chef de la Commission européenne, c'est ça? C'est elle la patronne en gros, quoi? C'est Voilà. elle la patronne. Et Mmh. donc à la commission, comme c'est eux qui proposent la loi, c'est eux qui donnent la tonalité. Vous voyez bien que parfois, bah, nous on voudrait, si nous on était à la tête de la commission, ça fait belle lurette qu'il y aurait un ISF européen. Il n'y Bah a pas oui, cette proposition sur la table. Et oui. en même temps, quand vous vous retrouvez, par exemple, sur d'autres textes, moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans une autre commission sur l'industrie, sur la question des matériaux critiques. Dans la proposition de la Commission européenne, on était vraiment sur multiplier les projets d'extraction, quand nous, on aurait été sur un équilibre plus important, prenant en compte notamment la sobriété, la Mmh, nécessité de effectivement décroître l'extraction dans certains secteurs. mmh. Et donc évidemment, on se retrouve à être dans la seconde phase. On arrive, nous, seulement dans la seconde phase où on amende et on arrive parfois à obtenir quand même des victoires sur ne serait-ce que cette mandature. Là, on a quand même nos gros bébés. Pour Manon, c'est le devoir de vigilance. Ça veut dire sanctionner les multinationales coupables de violation du droit environnemental ou social. Pour Leila, je cite un seul exemple à chaque fois, mais il y en a d'autres. Pour Leila, il y a eu effectivement cette directive sur Uber, même si ça a été très compliqué. Pour Younous, on a eu beaucoup, beaucoup de dotations de fonds pour les régions, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, comme les Drom-Tom, par exemple, pour la France. Marina, elle a beaucoup bataillé sur la question du marché de l'électricité. Et là, on est vraiment dans un secteur qui est la clé du néolibéralisme. Donc, malheureusement, on est en train de. Il y aura le vote là, le 10 avril prochain, mais on ne va pas gagner cette bataille-là. Et les tarifs réglementés vont un jour arriver à terme. Mmh, Donc, ça veut dire que les factures d'électricité potentiellement ne vont faire que mmh. continuer à augmenter, parce que là-dessus, tous les autres groupes politiques, y compris les sociodémocrates et les Verts, ont soutenu le marché de l'électricité tel que conçu par la Commission, c'est-à-dire extrêmement néolibéral, avec pas d'intervention, puisque les marchés, chacun le sait, s'autorégulent, n'est-ce pas? Mmh, bah oui. Oui, ça se voit, oui, ça s'autorégule à la hausse toujours et mais en fait, ça c'est quand même, moi, la question que je me pose, c'est par exemple, est-ce que si on arrivait à faire élire plus de députés de gauche au Parlement européen, est-ce qu'on aurait des chances que ça fonctionne de manière plus démocratique ou est-ce que c'est structurellement que ce parlement est enfin, que cette institution est quand même antidémocratique, quoi? Bon,
Il faudrait qu'on ait une majorité en Europe pour pouvoir changer les traités. En fait, c'est-à-dire, pour répondre à ta question, il y a 2 niveaux. Premièrement, il y a ce qui est ancré, on va dire, on pourrait dire presque constitutionnellement dans les traités européens, où là, il y a vraiment un dogme néolibéral, profondément ancré. C'est quand même assez rare d'avoir, des traités, c'est-à-dire quelque chose qui a une valeur constitutionnelle qui parle carrément de doxa économique. Il y a plusieurs articles, par exemple, qui demandent de la mise en concurrence des services, y compris Mmh. publics, évidemment. Donc, il y a quand même une orientation là qui nous pose problème, quand bien même on arriverait à élire une majorité, qu'on serait, nous les insoumis, la première liste en tête au sortir du 9 juin. Mmh. Cela étant dit, ça changerait quand même considérablement, enfin, pas mal de choses, étant donné que si on était en tête, on pourrait renégocier qui on veut décider à la tête de quoi, on pourrait euh, euh, effectivement donner une majorité contre Ursula von der Leyen. Et donc, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas qu'une question de personne, hein, c'est une question bien d'orientation politique. C'est-à-dire mettre un coup d'arrêt à l'élargissement à l'Ukraine, mettre un coup d'arrêt à la non-lutte contre les pesticides qui a marqué quand même le mandat d'Ursula von der Leyen, marquer un coup d'arrêt à la construction d'une Europe forteresse. Là, il y avait encore la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Ursula von der Leyen qui était en déplacement en Égypte pour signer un accord. Donne-moi de l'argent et en contrepartie, tu vas gérer bien tes frontières et les migrants et faire en sorte que personne ne puisse poser un pied en Europe et demander l'asile. Elle s'est déplacée là-bas avec Giorgia Meloni, par exemple. Donc, en plus, Ouais, le symbole politique d'une ouais. commission de mèche avec des extrêmes droites européennes était quand même assez fort. Mmh. Et l'accord en lui-même, et effectivement, la teneur de l'accord, c'est bien tenir derrière des barbelés tout migrant qui voudrait demander asile en Europe. Donc on a quand même, voilà, on est sur une lancée là avec ces européennes qui est quand même extrêmement dangereuse. Jusqu'à présent, contrairement à l'Assemblée nationale, où peut-être vous avez souvenir que les macronistes ont donné des postes, ont voté en faveur de postes pour le RN, Mmh. jusqu'à présent, à l'échelle européenne, ce cordon sanitaire, il existait. Mais il est en train de s'éroder. Ce genre de déplacement commun avec Giorgia Meloni en est une preuve. Mais demain, si il y a beaucoup d'extrême droite et que en plus la paroi, souvent entre LR et le RN, est quand même fine, donc entre la droite européenne qui s'appelle le Parti populaire européen et l'extrême droite continue, cette barrière continue de s'effriter, eh ben, demain vous aurez des extrêmes droites à des postes de pouvoir à l'échelle de l'Union européenne. Mmh. Moi, j'ai une question à te poser. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça s'articule entre la politique française et la politique européenne? C'est une bonne question. De toute façon, vraiment, sentez-vous, on l'avait dit quand on avait préparé Mmh. cet entretien, mais il faut vraiment il n'y a pas de question bête du tout, Mmh. en fait. C'est bien que le système est très complexe, presque consciemment complexe, on dirait, et effectivement joue du manque de transparence pour berner les citoyens quand même. On peut vraiment le dire comme ça. Mmh. Mmh. Donc, c'est normal de ne pas tout comprendre et de ne pas tout savoir quand on n'a pas un pied directement dedans. Et même moi, j'apprends encore des choses dans la manière dont certaines décisions nous sont cachées. Ça m'arrive encore d'apprendre des choses, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas de question, de mauvaises questions. Oui, donc, on l'a dit tout à l'heure, au tout début, là, j'ai raconté que la Commission européenne proposait des lois. Dans ce type de loi, l'essentiel de ces lois sont en réalité des directives. Les directives, elles fixent un objectif et libre aux États membres de trouver les moyens pour atteindre cet objectif. Le meilleur exemple de ça, par exemple, c'est sur les questions climatiques. Si on dit à horizon 2030, il faudra arriver à tant de secteurs décarbonés, voilà, il y a un objectif chiffré comme ça, et chaque État membre sera libre de trouver les moyens de l'atteindre, c'est-à-dire de définir quel sera son mix énergétique, quelle place il mettra dans le renouvelable là-dedans par rapport au nucléaire ou par rapport à du fossile,
Voilà, là, on va avoir une transposition, on appelle ça une transposition de la directive en droit national. Et là, les élus à l'Assemblée nationale votent systématiquement cette transposition. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on copie-colle le texte, c'est on copie-colle les objectifs du texte et on ajoute plein de moyens sur la façon dont on veut atteindre ces objectifs. Et là, ça devient une loi nationale. J'espère que c'est déjà un peu plus clair. Oui, merci. Tu veux enchaîner sur une autre. Moi, en fait, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'effectivement, le cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite est en train de s'éroder. C'est un excellent terme. Et ça me fait penser à un historien qui s'appelle Johan Chapoutot, qu'on voit beaucoup sur YouTube en ce moment. J'en profite pour vous signaler 2 émissions dans lesquelles je l'ai vu récemment. Une émission sur la chaîne de David Dufresne, Au Poste, et une autre émission sur la chaîne Blast avec Usul, une émission qui s'appelle La France a peur. Et je vous invite vraiment à aller voir ces 2 émissions parce qu'il explique, mais vraiment bien, comment, dans l'histoire, l'extrême centre et l'extrême droite se sont toujours, sans exception, alliés. Et je pense on n'a jamais eu autant chaud qu'en ce moment, en fait. Enfin, moi, je suis un petit peu plus âgée que vous. J'ai vu l'Europe se créer. J'ai vu, voilà, tout ça. J'étais déjà là quand l'Europe n'était pas encore l'Union européenne. Et franchement, on n'a jamais été aussi près quand même. Donc, raison de plus pour aller voter, quoi. Vraiment raison de plus pour aller voter, les gars. Pardon pour cette petite insertion. Mais sinon, oui, moi j'aimerais bien, effectivement, tout à l'heure tu parlais voilà, un peu des batailles que vous avez gagnées, hein, que les députés de LFI au Parlement européen ont gagné. Donc effectivement, Leïla Chaibi avec cette histoire, enfin je veux dire bravo quoi d'avoir réussi à faire voter Uber parce que, enfin voter comment ça s'appelle, le titre exact de ça, c'est quoi? C'est La directive sur la directive sur les les travailleurs travailleurs des plateformes. des plateformes, parce que vraiment faut dire directive anti-Uber, anti-Uber, voilà, hein, parce que là, je veux dire, le premier à être anti-directive anti-Uber, c'était quand même notre président, si j'ai bien compris. Donc, notre président est très pro-Uber, tu veux dire. la République, voilà, c'est ça, il était l'anti-Uber, quoi, voilà, c'est ça. Et aussi, je me souviens, mais je me souviens pas avec précision, il y a eu, c'était Manon Aubry qui avait levé ce lièvre là où il y a eu des députés, enfin députée européenne, ou une députée européenne, je ne sais plus, qui était un peu prise la main dans le pot de confiture avec des soupçons de corruption. Le Qatargate, ouais. Voilà, le Qatargate. Ça aussi, c'est une de nos députées qui a levé le... Alors, je vais y revenir. Sur le premier combat dont tu parlais, celui de Leïla Chaibi, la directive anti-Uber, on va l'appeler comme ça, c'est plus rapide. Il faut voir que tous ces thèmes européens, tous ces combats européens paraissent parfois très éloignés de la vie concrète des gens. Alors que là, dans cet exemple qu'on donne, eh ben, c'est un bon exemple parce qu'il est très concret. On pourra en donner d'autres. Hein. Je veux dire, juste en passant, le fonds d'aide aux plus démunis, c'est un fonds qui fait aujourd'hui survivre les Restos du Cœur, par exemple. Donc, il y a aussi, là, c'est les copains qui travaillent sur les questions budgétaires qui connaissent mieux que moi, mais notamment toutes ces questions budgétaires viennent alimenter énormément d'ONG type Restos du Cœur, qui font qu'ils existent encore aujourd'hui parce que c'est effectivement Macron qui, en parallèle, au niveau français, lui réduit les dotations. Donc, pour revenir au combat de Leïla, et pourquoi c'est très très concret, parce qu'on parle de minimum 5 millions de travailleurs qui auront accès direct à la sécurité sociale. Et on parle de gens qui sont parfois à vélo, qui se cassent une jambe, donc en fait d'être remboursés par la Sécu le jour où il faut mettre un plâtre, c'est quand même très intéressant. C'est plus à eux de sortir de leur poche
au prétexte qu'ils seraient soi-disant des indépendants. Donc c'est quand même très concret dans la vie des gens, ils cotisent à leur retraite, ça devient donc des vrais salariés, ceux qui en fait sont, puisqu'ils n'ont qu'un seul donneur d'ordre. C'est pour ça que parfois dans les termes techniques que vous pouvez voir sur ce dossier, on parle de présomption de salariat. C'est-à-dire que par défaut, à partir de demain, pas demain, parce qu'on le vote déjà le 10 avril, la dernière session de plénière, on va voter pour finaliser ce texte, on va le voter au Parlement européen là, en avril prochain. Et après ça, ce sera transposé en droit national et donc ce sera quand même d'application dans le courant de l'année, quoi. Ça va être quand même assez rapide. Mais du coup, Donc ça va être voté en France rapidement, du coup. Donc en France, ce sera transposé en droit national. Alors là, je ne connais pas le détail, il faudrait voir. Puisque c'est une directive, il faudra que ce soit transposé en droit national. Et pareil, c'est des objectifs. Donc vous avez la présomption de salariat. Et après, en France, chaque pays a ses particularités, a ses systèmes de sécurité sociale. Ce n'est pas pareil partout. Donc c'est pour ça qu'il faut l'adapter. Et c'est là qu'il y aura un deuxième combat potentiel de l'Assemblée nationale qui sera en tout cas les insoumis, deuxième combat pour les insoumis, je l'espère, qui pourront pousser encore plus loin certains aspects du texte à ce moment-là. Mais là, on a un cadre commun à l'échelle de l'Union européenne avec cette notion de présomption de salariat. C'est-à-dire que c'est charge à l'entreprise de prouver que cette personne n'est effectivement pas un salarié, mais un indépendant. Il y en a des gens qui sont auto-entrepreneurs dans le monde des travailleurs des plateformes. Il y en a, mais nous, on considère que c'est plutôt minoritaire par rapport à la réalité. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez fait pour gagner ces combats ? Donc là aussi, c'est une grande différence entre un mandat de député européen et un mandat de député national, c'est qu'il faut être patient, combatif et avoir en tête qu'on fait un marathon et pas un sprint au Parlement européen. Un combat comme celui de Leïla sur la directive anti-Uber, c'est 4 ans de travail. C'est-à-dire que vous avez une première étape qui est que le Parlement européen se positionne sur le sujet, ensuite qu'on pousse la Commission à proposer une loi, Commission européenne qui propose ou ne propose pas d'ailleurs la loi. Au stade de le Parlement propose, je rappelle qu'en plus à ce stade-là, par exemple, le Front National s'était abstenu. C'est-à-dire protéger les travailleurs d'Uber, pas d'opinion, quoi, ils s'abstiennent. Évidemment. Ensuite, la Commission européenne a finalement effectivement proposé une directive sur le sujet. Donc cette directive ensuite arrive sur les genoux du Parlement européen. Et là, le Parlement européen commence à amender ce texte législatif. On n'est plus dans l'intention, on est vraiment dans le corps du texte législatif à amender. Ce travail, il peut être long parce qu'une fois qu'on a fini d'amender, tout le monde vient avec ses amendements, se met autour d'une même table et négocie ce qu'on appelle des compromis. Donc, par exemple, dans ce qu'on considère comme des salariés et non des auto-entrepreneurs, il faut... Qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur ? Il faut vraiment se mettre d'accord sur la définition. Ça peut prendre beaucoup de temps. Vous voyez qu'avec des macronistes fans de la Startup Nation, eux, ils voient des auto-entrepreneurs partout. Donc, il y a une première phase de négociation comme ça qui peut être très longue. Ça peut durer 1 an. Rien que cette phase-là. Et ensuite, il faut faire cette phase-là, une fois qu'on a voté ce compromis en plénière du Parlement européen, là, à Strasbourg, là, l'équivalent des mercredis de l'Assemblée nationale, si vous voulez. Une fois qu'on a voté ça, ensuite, il faut négocier à 3 institutions. Là, le petit triangle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, pareil, cette phase, elle peut durer très, très longtemps. Il y a des dossiers où ça a duré tellement longtemps que finalement, ça a été abandonné parce que les institutions n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Pendant longtemps, ça a été le cas, par exemple, du congé... j'ai toujours un doute si c'est le congé parental ou le congé paternité ou les deux. Mais, par exemple, ça a été bloqué pendant des années avant que finalement ce soit clôturé. Donc, pour ce cas-là, ça a été 4 ans. Voilà, c'est 4 ans de négociation. Ouais, donc, c'est vraiment... C'est pour ça que la liste, c'est vrai qu'on pourra y revenir, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la liste de la France insoumise que nous portons, je pense qu'elle est
particulièrement bien faite parce qu'elle est diverse. Elle est diverse, ça veut dire qu'elle représente la diversité de la société française, mais aussi parce que pour nous, ensuite, dans le travail législatif qu'on va demander à ces futurs élus insoumis, c'est utile. C'est utile d'avoir un Anthony Smith qui est inspecteur du travail, qui connaît donc tous les rouages de ce secteur-là, qui va aller négocier en commission emploi et affaires sociales, j'imagine, ou une autre, avec des gens en face à la Commission européenne qui ont une armée de juristes qui vont défendre des intérêts contraires à celui d'Anthony et de la France insoumise. Donc il faut être quand même super calé dans son secteur, quoi. Et c'est d'ailleurs un des problèmes du Parlement, hein, c'est qu'il y a une technocratisation qui fait peu de place à l'ouvrier pour aller vite, qui fait peu de place, ne serait-ce que l'usage de l'anglais dans ces négociations de compromis. Très souvent, alors vous pouvez avoir l'interprétation, mais s'il faut l'interprétation, alors ça ne pourra pas être cette semaine-là, ce sera dans 2 semaines, alors du coup vous mettez à dos tous les autres qui veulent négocier vite, alors du coup il y a une tendance à négocier en anglais, mais le fils d'ouvrier, en général, il ne parle pas anglais. Donc ça aussi, ça fait un frein social à l'entrée de gens qui connaissent leur métier, qui viennent du monde du travail et qui vont pouvoir ensuite négocier. Et ça rend aussi la responsabilité de mon travail aussi encore plus importante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois en appui, que j'aide, que j'arrive. Parfois, il faut que je traduise des documents avant. Oui, alors en théorie, tout est traduit. Mais ça arrive parfois tellement tard qu'on est obligé de traduire nous-mêmes. Ouais, mais du coup, c'est aussi vraiment bien qu'on ait une apicultrice sur la liste, Muriel Pascal. Oui. Par contre, j'ai une question dans le chat de Nico. La communauté européenne n'est-elle pas un peu instrumentalisée politiquement pour justifier un manque de volonté politique et des options politiques austéritaires? Les deux, mon général. Évidemment qu'il y a souvent, c'est dans l'intérêt des macronistes de dire, et la presse, parfois par énorme flemme, de dire à Bruxelles, ils ont décidé ça, ou la Commission a décidé ça. Et ça efface la responsabilité politique des différents acteurs qui ont en fait participé à ce choix. C'est-à-dire, notamment là, par exemple, quand on a tapé sur la PAC, les agriculteurs ont à juste titre tapé sur la PAC et que les Républicains, le Front National et d'autres ont dit « Oh mais oui, c'est vrai ça, oh, la PAC, c'est n'importe quoi, c'est encore un truc de la Commission, ils ont fait n'importe quoi, c'est super bureaucratique, ils nous font chier avec plein de règles environnementales. » Bon, les gars, vous l'avez voté, hein, cette PAC, hein, vous étiez là, hein, vous avez cliqué sur le bouton. Hein. Donc, c'était la vôtre. Nous, on a proposé des amendements pour, par exemple, pour avoir des marges, pour réglementer, plafonner les marges du secteur de l'agro-industrie. Bon, vous avez voté contre ces amendements. Hein, donc, il faut parfois rappeler à chacun ses responsabilités. Et dans l'autre sens, là où ils ont un grand avantage à les macronistes, c'est qu'effectivement, là où Macron a dit non, c'est toujours dans des petits conciliabules que sont ces trilogues, que sont ces réunions à 3 institutions où du coup, il n'y a aucune transparence. Il faut aller creuser, il faut que les journalistes fassent bien leur travail, que des gens comme Leïla leur fassent bien fuiter dès qu'ils ont une position des macronistes qui sont en train de louvoyer et de en fait retourner leur veste. Parfois, vous avez des gens qui disent à Paris un truc et font l'inverse à Bruxelles. Dans le débat national, par exemple, sur l'IVG, là, où le RN s'est tortillé sur sa chaise pour dire mais si, on a voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Bon, à Bruxelles, quand on leur pose la même question, c'est-à-dire la question de l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux, pour nous, là, ils ont voté contre. Mais aucun journaliste n'est allé faire le travail de mettre en opposition ce que les uns disent à Paris et font à Bruxelles. Ouais, le manque de consistance. Exactement. Donc, il y a les macronistes qui ont intérêt à ne pas trop mettre en avant leurs incohérences ou leur position éhontée à Bruxelles, et parfois les journalistes qui feraient bien de faire un peu mieux leur travail aussi.
Oui, après les journalistes, je pense qu'il y en a qui font bien leur boulot, mais c'est pas ceux qu'on retrouve dans les c'est pas ceux qu'on retrouve aux news de 20 h, quoi. C'est ça le problème. Et il faut pour être bien informé, il faut aller chercher sur le net, en fait. C'est ça le problème en ce moment. Par exemple sur Twitch notamment. Il y a avant votre glorieuse émission, il y avait aussi Backseat qui parlait beaucoup des questions européennes et il connaissait bien le sujet. Du coup, il a des questions de relance qui sont vraiment utiles, alors que quand on écoute la matinale de France Inter, moi, très souvent, j'enrage parce que les journalistes laissent dire des choses qui sont des très, controversées. très facilement débunkables, comme on dit Ouais. en bon anglais. Alors, excuse-moi, chez moi, ça a bugué juste au moment où tu disais le titre de cette autre émission Twitch. Je veux bien que tu le... Backseat. Ah, Backseat, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, Bah ouais. oui, ils font leur boulot, oui. J'ai oublié le nom du... Jean Massier, c'est Voilà. Jean Massier, ouais. Qui Super. connaissent bien et qui connaît en tout cas suffisamment bien les questions européennes pour pas se laisser mener par le bout du nez d'un politique en face de lui, quoi. Ouais. Donc c'est quand même très utile. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'était Monique Passon-Charlot qui disait ça, qu'en fait comment dire, c'est fait de telle façon, ça nous paraît, c'est fait de telle façon déjà que bon, comme ça peut fonctionner de façon antidémocratique, il y a des clapets, comme ça, ultra-libéraux qui sont rajoutés les uns par-dessus les autres, pour nous laisser penser qu'on est dans un cadre qui est une évidence, en fait, pour naturaliser le cadre ultra-libéral dans lequel on est. Et puis surtout, ça nous paraît tellement loin, quoi, parce que même quand on va, enfin moi, la première fois que j'ai voté pour le Parlement européen, c'était une abstraction de l'esprit d'aller voter, quoi. C'était la première fois, c'était donc il y a longtemps déjà, mais c'était vraiment, et c'est toujours, bon, moi je crois que je suis vraiment un bon exemple de la personne lambda pour qui l'Europe, c'est, surtout vu du Japon, à des millions d'années-lumière, hein. Et en fait, je trouve que c'est seulement maintenant qu'on est en train de s'apercevoir à quel point ça a amené nos sociétés jusqu'à l'os, nos pouvoirs publics jusqu'à l'os. Et maintenant, on commence même à le sentir à l'étranger, en tant que Français de l'étranger. Quand on veut aller se faire une carte d'identité ou un passeport, le temps que ça prend, ça s'est complètement décuplé, pour ne parler que de ce service-là. Mais c'est vrai que comment on peut... Mais si tu veux que tu sois au fin fond du Japon ou au fin fond de la Creuse, ce que tu dis, enfin, tu vois, quelqu'un au fin fond de la Creuse pourrait dire exactement la même chose. Ça paraît effectivement parfois très éloigné, alors que pourtant ça l'est pas, et c'est extrêmement concret, et ça vient jusqu'au fin fond des territoires de la Creuse d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais. Donc pour l'extrême droite, c'est l'agitation de la question migratoire, et pour nous, c'est par des aspects sociaux, ou juste en amont de la Covid, par exemple, la Commission européenne, dans un truc un peu compliqué qu'on appelle le semestre européen, peu importe le terme compliqué, a recommandé 63 fois dans chaque rapport annuel de couper dans les services publics, en particulier de santé. Et on arrive en entrée en Covid en se rendant compte que les services sont exsangues. Donc ça, c'est des recommandations concrètes de la Commission européenne qui ont été faites de multiples fois. Alors évidemment, avec un président Macron qui a particulièrement bien obéi aux recommandations qui ont été faites. Et qui sont des recommandations. Donc, rien n'interdit de dire merci Madame von der Leyen, mais pour nous, on va investir dans les services publics. Ce sera mieux de dégager Ursula von der Leyen, mais rien n'interdit de lui désobéir, pour reprendre. Oui, c'est ça, concrètement. Logiquement, puisque nous, notre président, on l'a élu quand même, même s'il est mal élu, il est élu, il serait plus légitime à désobéir qu'elle, à nous imposer quoi que ce soit. Mais justement, j'ai déjà entendu, là, encore une fois, c'est un sujet, l'Europe, que je connais très mal, et j'ai déjà entendu plusieurs fois dans ses discours Jean-Luc Mélenchon dire que on peut déjà, même sans parler de Frexit et tout ça, choisir de désobéir au traité. Et pour moi, ça aussi, ça reste assez abstrait. Est-ce que tu pourrais nous dire de façon plus concrète un exemple, ou comment ça se traduit, quoi?
En fait, pour moi, derrière la notion de désobéissance, il y a plusieurs degrés, je dirais. Ouais. Parce que Jean-Luc Mélenchon parle aussi parfois d'opt-out, qui pas. Bon, moi, j'aime Et alors, pas, j'aime opt-out, pas particulièrement utiliser des mots anglais, et donc du ouais, coup, opt-out en anglais, ça a vraiment une définition très précise, et j'ai l'impression que Jean-Luc, il l'utilise de façon d'accord. un peu plus large. Mais donc, plutôt, parlons de degré de désobéissance, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ne pas, la France actuellement ne respecte pas les obligations européennes en matière de pollution atmosphérique, par exemple, Mmh. et devrait être sanctionnée, payer une amende pour ça. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, on est peut-être à 10 ans, maintenant de non-respect de ces engagements-là, et pour autant, la France n'a toujours pas versé 1 centime, au budget européen dans le cadre de ces sanctions-là. Donc déjà, il y a beaucoup de sanctions qui ne sont jamais appliquées, là où en revanche, il serait particulièrement intéressant qu'elles le soient en plus. Mmh. Mmh. Mais vous avez ce premier stade qui existe couramment, vous avez même un stade qui pourrait être avant ou connexe, ça dépend comment on veut l'expliquer, mais l'exemple qui a aussi été souvent donné, notamment par Manon Aubry, de dire l'Espagne a désobéi Mmh. aux règles du marché de l'énergie afin de fixer un plafond, un plafond de prix sur son territoire national. Au moment où il y a eu vraiment la grosse crise de l'inflation des factures d'électricité. En réalité, elle a utilisé un stratagème qui était possible dans le cadre de la directive qui était en question. Elle a utilisé une exemption, si vous voulez. Mmh. Il y a plein de choses qui sont possibles comme ça. Par exemple, dans le secteur de l'hydroélectricité, l'Allemagne a utilisé une dérogation d'une directive qui permettait de garder ce service public, de ne pas le soumettre à la privatisation. Mmh. La France, elle fait le choix de ne pas suivre cette recommandation, de ne pas suivre cette dérogation, de ne pas suivre Mmh. voilà, mais il était possible. Ça n'empêche pas que la directive, globalement, vise à une mise en concurrence des services. Mais il y avait quand même une petite clause qui était là pour des intérêts stratégiques majeurs, où je me souviens plus de l'expression exacte. Donc, c'était possible de s'insérer dans cette faille-là. C'est ce que je reproche aussi parfois à nos responsables politiques, de ne pas avoir fait ce choix-là quand d'autres l'ont fait. Et après, il y a le stade ultime qui est vraiment aller au rapport de force. Si par exemple, nous voulions changer les traités européens, ce qui est notre cas, hein, mais on pourrait entrer dans une stratégie de rapport de force avec la Commission européenne, par exemple à l'occasion des négociations budgétaires, puisque la France donne plus au budget européen qu'elle ne reçoit en retour. C'est le principe de l'impôt auquel on est d'accord, mais dans ce cadre-là, on est aussi un peu plus voix au chapitre que d'autres qui donnent moins. Donc on aimerait peut-être, avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, dire bah voilà, tous les traités là, tous les articles des traités qui parlent de mise en concurrence des services publics, pour ne reprendre que cet exemple, ça dégage, ça va à la poubelle. D'accord, donc en gros, tu es en train de dire que quand ils disent que nous, on veut le Frexit et que c'est insupportable notre vision par rapport à l'Europe, en fait, eux-mêmes, ils respectent pas toutes les dérogations et toutes les lignes européennes. Donc en fait, c'est Exactement. une blague. Ah oui, Enfin, mais ils la règle de de nous, 3% quoi. de déficit, par exemple, j'ai plus le chiffre en tête d'États membres qui le respectent pas, mais on n'est pas les seuls. D'accord. Donc, Et là, en gros, ces règles-là, d'ailleurs, ça fait partie de ce que l'Allemagne a beaucoup poussé pour rendre encore plus contraignant l'automaticité des sanctions. Ça va être voté aussi prochainement. Malheureusement, dans le cadre de ce mandat où nous n'avons pas une majorité de gauche, ça a été un choix politique fait par Bruxelles et Berlin pour aller vite, et l'assentiment de Macron et Bruno Le Maire. Mais justement, tiens, là, ça y est, j'ai les diagrammes, mais alors je voudrais qu'on regarde celui-là, qui est donc sur la répartition des sièges actuels, hein. Oui, Pour au le Parlement européen. voilà, donc en Sachant que là, actuellement, on a 79 élus français, ouais. et que puisque notre démographie a augmenté,
C'est globalement proportionnel, hein. C'est Ah un oui, peu plus d'accord, compliqué OK. que ça, mais globalement, plus vous êtes un gros pays, plus vous avez, Ouais, de de députés. sièges au Parlement européen et Ouais, donc à la prochaine mandature, la France en aura 81. c'est ça et donc donc ouais, pour l'instant, de vraiment à gauche, on est 38, c'est ça? Voilà. Les social-démocrates, ils sont 144. Donc Hem, vous avez dans le premier groupe, c'est la droite, là, où il y a marqué EPP. Pipi, ouais, En français, c'est PPE, Parti populaire, européen. ouais. Et à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la petite flèche, je vous ai mis là-dedans combien il y avait de Français sous cette mandature OK. et le petit, C, c'est, par rapport à l'ancienne mandature pour que vous ayez aussi en tête, Mmh, les évolutions. Voilà, d'accord. donc par exemple, là, il y a 8 républicains, la mandature encore d'avant, il y en avait 20 et là, vous voyez que dans les sondages, ils sont donnés, à encore moins, Mmh, de républicains, qu'actuellement. Puisque mmh, entre la copie et l'original, en général, on préfère l'original. bien sûr. Et Donc donc, du coup, à force le d'avoir un RN Éric Ciotti qui copie les Républicains, c'est effectivement, ça. les gens votent pas Éric Ciotti, mais Front Mmh. National. Ouais, c'est ça et en fait, là, il y a un risque que que le Front national ait plus de sièges qu'il n'en a, là, Oui, donc oui? là, la dernière fois, en 2019, le Front National était déjà en tête, était déjà la première liste Ah ouais. vainqueur des européennes de 2019. Mmh. Ils avaient, ils ont eu 24 élus, ils étaient autour de 24%, hein, quelque chose comme ça. Mmh. Donc là, ils sont 18 parce qu'entre-temps, il y a Reconquête, ils se sont divisés entre eux, etc. Mais au sortir des européennes, ils avaient 24 élus. Et là, ils sont donnés autour de entre 25 et 30% selon les sondages. Quand Donc, même, si on hein, ouais. continue sur cette tendance-là, ils seront non seulement, encore une fois, la première délégation au Parlement européen, mais en plus, avec potentiellement plus 5 ou 6 sièges. Quoi. Ouais et en fait, Pourtant, la oui? moins active. En plus, ils sont très très nombreux et pourtant, c'est ceux qui sont les moins présents. Et j'ai une question, tu as marqué donc 4 LFI plus 2, c'est pour The Donc Left, là, je le fais groupe le The Left? tour. On va peut-être faire le tour hein, Ouais, ouais, par ouais, ordre vas-y, des oui. familles politiques, comme ça sera plus clair. Donc, on a fait le Ouais. PPE, la droite européenne. Ensuite, vous avez les familles des sociodémocrates. Là, elle est en rouge, 144 Mmh. sièges. Dedans, vous avez 7 partis socialistes place publique, dont Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucque. Je pense que Mmh. vous en connaissez déjà un certain nombre. Pour les Mmh. républicains, en général, les gens ont beaucoup de mal à trouver. Mais dans le lot, vous avez Nadine Morano, Brice Hortefeux, pour ceux qui sont les plus connus. Mmh. Ensuite, vous avez le groupe Renaissance, Renew Europe en anglais, Mmh. où là, ils sont 23 macronistes. Ensuite, il y a certaines familles politiques là où il n'y a pas de français dedans, mais qui sont quand même intéressantes à souligner. Vous avez la famille des conservateurs, celle où siègent par exemple les élus de Giorgia Meloni, par exemple. Mmh. ECR là, c'est ça? C'est ECR, ouais. Ou ceux qu'on dit extrême droite polonaise, là, le PiS, le Parti droit et justice, ils siègent Mmh. chez les conservateurs. Donc, ils sont tout autant de droite en matière économique, mais ils sont extrêmement conservateurs en matière de mœurs et de société pour aller vite. Mmh. Vous avez les Verts, là en 2019, c'était le grand moment de la vague verte. Alors, ils ont eu 12 élus, alors qu'avant, ils en avaient 6. Ils ont vraiment doublé leur nombre de sièges. Là, effectivement, dans les sondages, c'est beaucoup plus compliqué de renouveler la vague verte. Mmh. Et enfin, vous avez en 2019, on a élu 6 eurodéputés, parmi lesquels Emmanuel Morel, qui a très rapidement choisi de soutenir à la présidentielle un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon, et qui a décidé de partir avec les communistes aux européennes. Donc, il ne fait pas partie de notre délégation insoumise, et c'est pour ça que j'ai marqué +2. Ah d'accord. Vous avez là-dedans aussi OK. Anne-Sophie Pelletier, qui a été expulsée de la délégation pour des faits de harcèlement. Ah ah ouais, d'accord. OK. Bon et ben, Mmh. mais en fait, il y avait combien d'abstentions, en 2019? Il y a eu combien et quel était le taux d'abstention en 2019, tu te souviens? Il était supérieur à 50%. Je me souviens plus exactement. Mmh.
Ouais, je Ouais. regarde. Mais effectivement, il est toujours très, très important, hein. Si on dit que l'élection préférée des Français, c'est la présidentielle, l'élection la moins préférée des Français, clairement les européennes. Ce qui est pour nous particulièrement un challenge, Mm. comme on dit en mauvais français, puisque en fait, les abstentionnistes et les personnes qui ont voté pour au présidentiel pour Jean-Luc Mélenchon sont celles qui retournent le moins aux urnes. Ouais. Bah oui, c'est ça. Alors qu'en Et fait, justement, en fait, je pense que j'avais une question par rapport à ça. Je voulais savoir du coup, imaginons que pour les européennes, tous ceux qui ont voté, Jean-Luc Mélenchon, aux dernières présidentielles venaient voter. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme résultat? Donc, ouais, là, c'est presque des maths, hein, ta question. Alors, ça dépend si c'est une question de maths ou si c'est une question politique. Mais si tout le monde revotait, on serait clairement, si tous les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle revotaient, à mon avis, on serait pas seulement en tête de la gauche, mais on serait pas loin du Front National, en réalité. Parce que ça nous ferait un OK. 22%. On serait peut-être entre Renaissance et les fachos, quoi. Ouais, mais il faudrait partir du principe que ceux qui ont voté Renaissance au présidentiel ne viennent pas voter à ce moment-là parce que ça ne les intéresse pas, tout comme la moitié des gens de Le Pen, et du coup, on pourrait passer au-dessus. Oui, mais bon, tu vois bien que là, c'est carrément politique fiction. Mais en revanche, d'avoir un gros taux de faire revoter, en fait, les nôtres Ouais. aux européennes, c'est quand même, ça nous place, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, hein, au congrès de Villepinte, les européennes, c'est un peu le premier tour des présidentielles. Si demain on est en tête de la gauche, effectivement, que ça nous met en pole position, ou en tout cas dans un siège relativement confortable, pour commencer la présidentielle suffisamment tôt et rééditer. Encore une fois, hein, on a essayé de le faire avec notre liste aux européennes en mettant des gens de génération, de rêve, etc. Mais de faire vivre, de continuer à faire vivre la NUPES. Ouais. C'est aussi ça dont il s'agit. Parce que là, j'entends Glucksmann, Olivier Faure et les autres de l'appareil socialiste qui ont déjà en tête que si eux sortent en tête de la gauche aux européennes, qu'ils seront bien tranquilles pour mettre de côté la France insoumise pour une coalition de la France insoumise. Oui, c'est ça. Gauthier, j'essaye d'enlever la slide, mais j'y arrive pas. Tu veux bien le faire? Excuse-moi. Voilà, merci, pardon. Mais oui, c'est ça Non, après, on mettra après ça, Gauthier. Là, si tu veux bien nous laisser toutes les trois, ça serait bien. Voilà, merci. C'est du direct, hein. Oui, c'est ça, mais de toute façon, je veux dire, bon, maintenant, on sait très bien que ce qui s'est passé avec. De toute façon, les forces social-démocrates de centre-gauche, on va dire, non signé qu'à cause du rapport de force. Alors, on a pu espérer à un moment, au moment des législatives, que c'était un sursaut de conscience de leur part. Bon, bah, c'est pas de ça qu'il s'agit apparemment. Et qu'en fait, dans chaque parti de gauche, centre-gauche, on va dire de gauche, si on peut encore appeler ça de gauche, eh bien, l'idée, c'est de faire pareil, quoi. C'est d'essayer d'obtenir un max de sièges pour pouvoir, à leur tour, nous imposer quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça la stratégie. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter, parce que c'est pour ça qu'il faut qu'on gagne, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'on leur mette la pâtée. Non, C'est pas que pour ça, hein. On est quand même par rapport aux sociaux-démocrates. Je ne suis pas partisane de taper sur les copains à gauche, mais puisqu'ils ont quand même un petit peu commencé à lancer le sujet, la petite chanson que raconte Raphaël Glucksmann sur le fait qu'il faut voter pour lui parce que comme ça, le groupe sociaux-démocrate sera le premier groupe au Parlement européen et que ça va tout changer, quoi, soi-disant. Ça me fait quand même doucement rigoler, parce que la réalité de son groupe politique, c'est quand même que, ils sont en faveur de l'élargissement, bon ça on pourra y revenir, ils votent les accords de libre-échange, et ils ont voté le pacte asile. Ils ont non seulement été pour le pacte asile-immigration, là, l'Europe forteresse, mais en plus, c'est des gens de leur groupe qui étaient rapporteurs, et ils ont voté le pacte d'austérité aussi, toutes les mesures d'austérité, dont
ce dont on parlait, le renforcement des sanctions, le caractère automatique des sanctions. Donc, cette famille social-démocrate, on a tendance à l'oublier, mais les sociodémocrates, entre un Raphaël Glucksmann qui dit « moi je veux rétablir l'ISF », entre ce qu'il dit encore une fois à Paris et ce qu'il fait et ce que son groupe fait à Bruxelles, il y a quand même une énorme différence. Nous, notre groupe The Left, le groupe La Gauche, on est le seul groupe qui a à 100% voté contre tous les accords de libre-échange, par exemple. Et ce n'est pas le cas chez les Verts non plus. Chez les Verts allemands ou les Verts néerlandais, vous avez des gens pour qui, en matière de commerce, le libre-échange est la meilleure garantie d'arriver à un monde soutenable. Enfin, des gens qui tiennent ce genre de discours quand même. Ouais. Et qui le tiennent en plus de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés de ce qu'ils disent, quoi. En tout cas, ce qui est aussi assez surprenant, c'est quand on voit le nombre de personnes qui étaient pour la NUPES. Là, je vois le sondage de l'IFOP, c'était LFI, on était à 89%, PCF 90%, PS 62% et les Verts 70% des militants qui voulaient qu'on fasse l'alliance aux européennes. Et quand on voit que les têtes décident finalement de faire leur propre liste, je trouve ça inacceptable, c'est pas du tout démocratique. Nous, on a continué à faire l'Union populaire et la NUPES parce que du coup, tous les militants sont pour cette alliance et les autres têtes n'appliquent pas ce que les militants demandent. Donc, je me dis des fois, en fait, ils peuvent avoir des surprises. Hein. D'autant plus qu'encore une fois, c'était pas... Parce que les premiers à avoir claqué la porte d'une liste NUP, c'est les Verts avec un argument assez numérique, entre guillemets, qui était... en fait, c'est une proportionnelle, donc nous, on veut le plus de députés européens, et donc c'est pour ça qu'on y va tout seul. Sauf qu'en fait, cet argument, il est défendable aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que la force va à la force. Si vous avez une coalition NUP et que du coup, vous auriez eu un emballement médiatique parce que la pression citoyenne aurait été là, l'emballement citoyen aurait été là, et les médias y auraient répondu en conséquence, en disant, on aurait parlé vraiment de la grosse liste de la gauche unique qui part ensemble, et on aurait reproduit ce qu'on racontait sur les 3 blocs. C'est-à-dire que vous auriez eu effectivement une bataille de front de la gauche contre le Rassemblement national et contre les macronistes, contre l'extrême droite et l'extrême centre. Et ça aurait eu il y a une liste, faire une liste commune, il y a des effets performatifs, si vous voulez. Ça entraîne, ça porte un message et ça entraîne ou non les citoyens et les votants derrière, quoi. Donc, c'était vraiment très important aussi. Et in fine, plus on aurait fait du bruit avec notre liste commune, plus on aurait eu de sièges. Et puis, puisque c'est une proportionnelle, si on avait fait 22%, on aurait fait 22% des 81 sièges de demain. Et donc, à mon avis, il était tout à fait possible pour les Verts d'avoir énormément de place. Alors oui, ça aurait été compliqué de s'asseoir autour d'une table et de négocier la liste des 81, c'est-à-dire en fait la liste effectivement de ces 25-30 premiers, aurait fait l'objet de beaucoup de débats, mais on l'avait dit, Emmanuel Bompard l'avait dit plusieurs fois, on était prêt à donner la tête de liste aux Verts, ce qui n'est pas rien quand même. Donc, on nous accuse de toujours vouloir tirer la couverture à nous, et que Jean-Luc Mélenchon est partout, et qu'il décide de tout. Mais là, on leur a quand même dit, on vous donne la tête de liste, donc vous prenez la baguette et vous êtes chef d'orchestre de la campagne, quoi. Donc, il y avait quand même... des éléments... Enfin, nous, on a quand même donné des gages très sérieux de preuves d'amour, comme dit Manon Aubry, quoi. On a donné des preuves d'amour très concrètes. Ouais. Oui. Oui, non, puis le fait que ça soit parti comme ça, maintenant, c'est quand même très clair que c'est pas de notre fait, quoi. C'est pas de notre fait. Et moi, j'oublierai jamais d'ailleurs un truc que j'avais entendu, c'est Laurence Rossignol ou Florence Rossignol qui s'appelle, la députée socialiste? Laurence Rossignol, je crois. Qui avait donc dit quand même peu de temps avant ou après que le Parti socialiste signe les accords donc de la NUPES et donc ce programme partagé de gouvernement, qui avait dit de toute façon on n'a pas le choix, on signe le temps de se refaire et après on se casse. C'était quand même un peu, ça avait été verbalisé de façon très... Ah mais de toute façon, la droite du PS, la droite, pour moi ils sont presque tous de droite. Une grande partie de la droite du PS, on va dire ça comme ça, ça fait très longtemps qu'ils ne veulent pas entendre parler de la France insoumise.
Et Bien donc sûr. là, la petite musique effectivement qui commence à monter, c'est Raphaël Glucksmann qui monte, leur tête de liste qui monte dans les sondages, et dans les petits papiers, dans les entrefilets de la presse, on voit, bah tiens, bah, ce serait peut-être un bon candidat commun pour les présidentielles. C'est Mmh. clairement ça le Oui, message qui est passé, quoi. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ça c'est certain, mais justement, c'est pour ça que, bon, à tous ceux qui nous regardent et à tous vos amis, il faut se mobiliser. Si vous n'êtes pas sûr d'être inscrit, allez voir. Allez voir, c'est pas compliqué. C'est un des rares sites de la Startup Nation qui fonctionne. Donc, allez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. C'est tellement, tellement important cette fois-ci, quoi. Vraiment. En fait, comme même si ça fait déjà 1 heure qu'on parle, mais j'ai réussi donc à uploader les diagrammes. Donc, c'était celui-là tout à l'heure, hein, dont on parlait. Dont on parlait. Là, vous voyez qu'il y a la Commission européenne, et en bas à gauche, le Conseil de l'UE, et en bas à droite, le Parlement européen. Ça, Ouais. c'est ce qu'on appelle le triangle, parce qu'en gros, c'est eux qui, au quotidien, amendent, retouchent Mhm, les propositions de la Commission européenne. mhm. Et encore tout au-dessus, vous avez le Conseil européen. Ça, c'est ce que vous voyez dans la presse quand il y a marqué un sommet à Bruxelles. Ouais, C'est de ça dont il s'agit, et c'est là où va Macron et les autres chefs de gouvernement. Ouais, là, d'accord. le Conseil européen, il y a marqué 27 chefs d'État et de gouvernement. Ouais. En fait, il y a un chef d'État, Mhm. c'est Macron, et le reste, c'est Ouais. des chefs de gouvernement, puisque là, encore une fois, c'est la Ah bon, oui, c'est particularité de vrai, oui. notre régime presque monarchique, Oui, oui, oui. c'est qu'on est le seul à avoir un roi, quoi. Mais Mhm, sinon, pour les autres, c'est des chefs de gouvernement, avec des régimes qui sont beaucoup plus parlementaires que le nôtre. mhm, mhm, mhm. Et plus démocratique de fait. Bon, Ouais, bref, donc enfin, je ferme cette parenthèse, c'est un autre ouais. débat. Mais donc, le Conseil européen, il se réunit à échéance régulière, il peut se réunir de façon ad hoc quand vous avez une grande crise, par exemple, du monde agricole. Il se réunit pour trouver des moyens de revoir la PAC. Mhm, Il y a un message politique qui est envoyé à la Commission européenne, c'est les fermiers nous ont dit qu'on avait trop de règles bureaucratiques, mhm. ce qui est pas tout à fait ce que les fermiers ont dit, hein. Ils ont dit Ouais. on ne peut pas vivre de notre travail, ce qui n'était Mhm, pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, il y a des grands syndicats qui avaient intérêt à défendre les grands lobbies céréaliers et autres, qui ont dit que non, le problème c'était d'abord les normes européennes, et le fait qu'on demande des jachères, le fait qu'on demande de laisser à la terre le temps de respirer, en fait, le fait qu'on mette des haies, parce qu'en fait, oui, il faut remettre des haies, tout ça, on avait des bocages et des haies dans nos champs, il faut les remettre, parce que pourquoi? Bah, en fait, ça sert à retenir l'eau, ça fait que vous n'avez pas besoin de méga bassines, par exemple, ouais. ça fait que vous avez moins d'éboulements de terrain, ça fait que la maison au bout du village, elle ne va pas s'effondrer avec une plaque de boue parce qu'il n'y a plus rien qui tient les sols. Mhm, Bref, encore une méga parenthèse, mais mhm. c'était pour. Et donc, je continue cet exemple-là. Le message du Conseil européen à la Commission européenne, c'est les fermiers veulent ceci. Commission européenne, trouve-moi une idée de loi pour répondre à la préoccupation des fermiers. La Commission européenne a proposé, là, effectivement, en urgence, une retouche de la politique agricole commune qui est ah oui, là, on va enlever les trucs jachères, bocage, tout ça, on enlève. C'est vrai que c'est trop compliqué. Mais vous verrez qu'en revanche, je suis convaincue que le fermier au fin fond de la Bourgogne maternatale, il aura autant de papiers à signer qu'avant. Hein. Ouais. C'est pas parce qu'il a trois bocages en moins à poser que ça va fondamentalement changer sa vie à lui. Par contre, ça va changer la vie du milieu tout autour de façon très durable. Ouais. Donc, la Commission européenne va proposer effectivement là une réforme de la PAC en urgence, et le Parlement européen va le voter, là, en Mhm, urgence, avant la fin du mhm. mandat. D'accord. Et donc la Commission européenne, les commissaires, c'est qui? C'est quoi les commissaires? Alors, les commissaires européens, Ursula von der Leyen, elle a ensuite, un peu comme un Premier ministre, la responsabilité de former un gouvernement, si vous Mmh. voulez qu'on fasse un parallèle.
je me méfie vraiment des comparaisons, mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de limites à comparer avec un ministre à la Commission européenne, mais c'est pour donner une image un peu parlante. Elle forme ça avec certaines règles, c'est-à-dire que en pratique, il y a autant de commissaires européens que d'États membres à l'Union européenne, donc on a un total de 27 commissaires européens, même si en réalité dans les traités, on n'en prévoit que 15 par exemple. Là, voilà, il n'y a pas de problème à désobéir quand l'intérêt des capitales européennes est d'avoir 27 commissaires, et ils désobéissent au traité. Donc il y a 27 commissaires européens et on leur donne des portefeuilles, un peu comme les portefeuilles ministériels, un peu en fonction des équilibres, quoi. C'est-à-dire que là, à la prochaine mandature, effectivement, si vous avez une extrême droite super forte, est-ce qu'on va donner un portefeuille de sécurité intérieure et gestion des frontières à quelqu'un d'extrême droite, par exemple? Ce sera la question. Mais tout ceci se tient, ne peut marcher que si les autres sont d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs d'État soient quand même d'accord. Donc à un moment, la question de savoir si Macron va être d'accord à donner un portefeuille à l'extrême droite va se poser, par exemple. Et elle va aussi se poser au Parlement européen qui va voter sur la proposition, d'abord sur oui ou non Ursula von der Leyen ou qui que ce soit d'autre à la tête de la Commission européenne. Il y a déjà un vote sur la présidence de la Commission européenne et ensuite il y a un vote sur le collège des commissaires, donc sur tout le reste de l'équipe qu'il ou elle va former. Et la mandature précédente, Ursula von der Leyen, les sociodémocrates, ils ont voté pour. Donc là, j'en reviens encore une fois à Glucksmann qui dit ça va tout changer si on est en tête de la gauche. Et il critique Ursula von der Leyen, mais son groupe a voté pour. Et ils ont voté pour ensuite l'équipe formée par Ursula von der Leyen, comme un seul homme. Ils ont voté pour, et il y avait eu même, en général, il y a une espèce de, ceux qui vivent dans des régimes parlementaires connaîtront mieux, mais il y a un accord de coalition. C'est-à-dire qu'ils les grands groupes se répartissent les postes avec une vague trame dans les engagements. Par exemple, il y avait la question du pacte vert, que finalement Ursula von der Leyen est en train de péter, de casser. Mais ça faisait partie de l'accord de coalition à la base. Mais il y avait aussi dans cet accord de revoir, par exemple, les règles sur les pesticides et les produits chimiques, chose que von der Leyen n'a pas fait. Ouais. T'as des questions, t'as d'autres questions, Magali? Non, j'ai pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'il y avait, ça dure combien de temps d'habitude? Ça dure 1 heure, mais on est dans les temps. On est dans les temps, t'inquiète pas. Alors moi, je peux parler longtemps. Pas de problème. Il y a peut-être quand même un point, si on essaye aussi un peu de se projeter sur quels vont être les enjeux de la prochaine mandature. On est passé peut-être un peu rapidement sur la question de l'élargissement, à mon avis. Parce que c'est pas juste pour ou contre. Déjà, ça n'est pas pour ou contre les Ukrainiens, faut quand même le rappeler. On a soutenu et on soutient au Parlement européen les Ukrainiens à travers la facilité pour l'Ukraine, par exemple, où on a envoyé de l'argent qui va concrètement aider à payer des fonctionnaires, à faire en sorte qu'il y ait un État qui continue de fonctionner. On a voté en faveur de la livraison d'armes. Alors pour nous, elle n'est pas ad vitam aeternam, mais elle doit poser la question des négociations, de remettre autour de la table la Russie et l'Ukraine pour un cessez-le-feu et des négociations de paix. Donc nous ne sommes absolument pas anti-Ukraine et encore moins anti-ukrainiens, mais la question de l'élargissement, de l'entrée dans l'UE va poser un certain nombre de défis qu'on a à cœur de mettre en lumière. C'est-à-dire que comme la vague précédente, où il y a eu une vague, vous savez, de 10 pays de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne, on a vu ce qui a suivi, c'est un dumping social, avec des délocalisations massives. Ruffin en parle très bien quand il donne les exemples autour dans sa région Picardie, de Whirlpool et d'autres usines qui ont délocalisé en Pologne. Pourquoi ils ont délocalisé en Pologne? Parce que du coup, une fois que c'était rentré dans l'Union européenne et qu'il y avait une mobilité plus importante
de capitaux et pour ces entreprises de bouger ailleurs. Et un intérêt concret, c'est que le salaire du travailleur polonais était considérablement plus bas que celui du travailleur français. Et là, dans le cas de la Pologne, on est sur un salaire minimum inférieur au salaire minimum chinois. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on est autour de 200-300 euros par mois. Donc évidemment que ça va faire un appel d'air énorme pour les entreprises d'aller chercher de la main-d'œuvre moins chère ailleurs. La réponse à ça, c'est pas jamais, il ne faut jamais d'élargissement dans l'Union européenne. Il faut poser comme préalable à l'élargissement l'harmonisation des conditions sociales en Europe. Il faut d'abord qu'on ait un terrain de jeu à peu près similaire, que les écarts de SMIC ne soient pas aussi importants. Aujourd'hui, déjà, entre la Bulgarie à un bout et le Luxembourg à l'autre bout, vous avez des SMIC qui font des grands écarts, Et demain, si vous avez un SMIC ukrainien qui fait son entrée, ça va être quand même très, très compliqué. Vous avez ça, mais vous avez aussi des écarts en matière de normes environnementales. Quand bien même l'Ukraine fait des efforts, vous imaginez bien que là, en pleine guerre, sa priorité, c'est pas les réductions des émissions carbone, c'est la production de munitions. Donc effectivement, là, il y a un déséquilibre énorme entre le niveau de normes environnementales dans l'Union européenne et ce qui se fait en Ukraine, avec demain, vous avez potentiellement un pays qui rentre avec des centrales à charbon. Ouais. Donc ça pose quand même énormément de questions. Et derrière ça, ça va poser pour l'Union européenne des questions aussi très pratiques de comment on prend des décisions en rajoutant encore des membres autour de la table. Ce que je racontais là sur le compromis qui prend du temps, là, ça va prendre beaucoup de temps. Puis comment on contribue au budget européen. L'Ukraine rentre dans l'Union européenne, elle devient le premier récipiendaire, le premier à bénéficier des aides de la PAC, par exemple. J'imagine que ça a posé quand même un léger souci à nos agriculteurs. Oui, ça c'est super important. Il y a une répartition des aides à fondamentalement revoir. Il y a la prise de décision, effectivement, qui est, plus on est nombreux autour de la table, plus c'est compliqué. Quand, par exemple, vous votez des sanctions ciblées sur les oligarques russes, plus vous êtes nombreux autour de la table, plus c'est compliqué. Les sanctions sur les oligarques russes, il nous a fallu un temps fou parce qu'un pays, la Hongrie, bloquait avant qu'on réussisse à débloquer la Hongrie de Viktor Orban. Donc, face à ça, il y a plein de réponses possibles. Nous, la nôtre, c'est on s'occupe d'abord d'harmoniser vers le haut, de faire converger vers le haut nos normes sociales. La réponse des fédéralistes, que ce soit d'ailleurs les sociodémocrates ou les Verts, c'est de dire du coup, c'est pas grave, on va enlever l'unanimité. Il n'y aura plus besoin de voter à l'unanimité, que tous les États membres soient d'accord. On va passer à un vote à ce qu'on appelle la majorité qualifiée, peu importe le détail de ce que ça représente, on peut rentrer dans le détail si vous voulez. Mais ça veut dire que potentiellement demain, si vous écoutez les sociodémocrates et les Verts, en tout cas si vous votez pour eux, potentiellement demain, les pays candidats rentrent dans l'Union européenne sans que la France soit d'accord, par exemple. On impose à la France tout un tas de décisions à un gouvernement de gauche, quel qu'il soit, pas seulement... mon idée, c'est pas de défendre la France pour défendre la France. C'est d'imposer contre la volonté populaire de quelque peuple que ce soit. On a une petite question dans le chat. Question de Artmax. C'est pour quand l'harmonisation fiscale? Il y a un bouquin, j'ai oublié le... Ah là là, on est dimanche, alors du coup, les noms comme ça, ça me sort complètement de la tête. Mais il y a un... il va me revenir. L'Europe sociale n'aura pas lieu. C'est un bouquin qui s'appelle L'Europe sociale n'aura pas lieu. Il n'y en a pas 15 000 qui doivent porter le même titre. Donc ça, je vous le recommande parce que ça raconte effectivement les échecs des sociodémocrates quand ils étaient majoritaires à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous aviez suffisamment d'États membres dirigés par des sociodémocrates et que n'ont-ils pas fait et ils n'ont pas fait à ce moment-là le cap qu'ils auraient dû faire après Maastricht, c'est-à-dire d'embrayer tout de suite sur la convergence sociale
Donc, quand elle aura lieu, il faut qu'il y ait une majorité de gouvernement de gauche pour qu'elle ait lieu. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon raconte à raison qu'en attendant ça, parce que nous, on ne veut pas raconter n'importe quoi, on dit, nous, on va désobéir à ce qui ne nous convient pas. C'est un ouvrage de François Denord et Antoine Schwartz, disponible en ligne sur une plateforme bien connue des services. Qui commencerait peut-être par un A, que ça ne m'étonnerait pas. Ouais, un truc qui va de A à Z, tu sais, où on trouve à peu près tout de A à Z. C'est bon. Mais je recommande vraiment ce bouquin à Artmax. Ouais. Je connais Mad Max, mais je connais pas Artmax. Mais à Artmax, je recommande ce bouquin parce que du coup, ça pourra un peu répondre à ces questions. Évidemment que c'est quand même très compliqué d'avoir une convergence sociale avec des gouvernements d'extrême droite et néolibéraux dans une majorité d'États membres actuellement. On rappelle quand même que le Front National, à chaque fois qu'il y a eu un vote au Parlement européen en matière sociale, ils ont voté contre. Exactement comme à l'échelle nationale, on sait ce qu'ils votent. Bien sûr. Et oui. Et puis ça, c'est bon pour tous les partis nationaux identitaires qui sont donc maintenant qui siègent au Parlement, quoi. De toute façon, ce n'est jamais avec le peuple, la populace, c'est jamais dans l'intérêt général que les partis d'extrême droite s'allient. C'est toujours avec l'extrême centre, l'extrême marché, le business et le capitalisme. C'est peut-être même la dernière carte des capitalistes quand on arrive à des crises comme celles qu'on connaît. Quand il y a des crises structurelles comme celles qu'on connaît en ce moment. Donc, ne pas se tromper. C'est pour notre petit space cake d'amour, la SpaceX, Louise, que je dis ça. Ne pas se tromper de camarades, pas se tromper d'amis surtout. Et écoute, merci beaucoup en tout cas, Sophie. Là, ça fait déjà presque 1h20 qu'on discute. Vraiment, c'est très, très enrichissant. Et puis peut-être que si tu as le temps d'ici les élections, on en refera une parce que c'est un sujet tellement riche et tellement vaste et il y a tellement de choses à dire. Mais oui, et puis si j'ai bien compris, vous allez aussi avoir des candidats qui vont venir. Donc là, j'espère qu'on a aujourd'hui un peu débroussaillé le gros du terrain. Et après, comme ça, avec Rima, par exemple, vous pouvez rentrer dans le détail du sujet que fait le Parlement européen sur la situation à Gaza. Et des migrants aussi. Que vous ayez Damien Carême, par exemple, pour vous parler du pacte asile et migration. Il a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et comme je le disais, ça va être voté le 11 avril prochain. Donc, malheureusement, il y a une majorité dessus qui est favorable, avec les sociodémocrates notamment. Et donc là, ce serait pas mal de lui poser toutes les questions, le détail du sujet. Moi, quand c'est pas moi qui ai suivi depuis le début, j'ai une vision large, je sais qui fait quoi, qui vote quoi, quand, etc. Mais je ne maîtrise pas forcément le détail du dossier. Ou avec Leïla, vous pouvez aller dans le détail de la directive anti-Uber, par exemple. Oui, tout à fait. Et Magali, tu as sous les yeux là le programme. Tu pourrais nous dire ce qu'on a déjà fixé comme. Alors, du coup, nous aurons Rima Hassan le 7 avril. Le 21 avril, on aura Daniel Ibanez. Le 5 mai, nous aurons Damien Carême. Daniel Ibanez, c'est celui qui travaille beaucoup, qui est très mobilisé sur la lutte contre le Lyon-Turin. C'est exactement ça. C'est lui qui a créé aussi les rencontres annuelles des lanceurs d'alerte qui ont lieu. Avec lui, vous pourrez parler grand projet inutile en Europe. C'est super intéressant. Et puis aussi, il est l'une des personnes qui a lancé cette proposition de loi sur la rénovation thermique aussi. Donc, c'est une proposition citoyenne de loi sur la rénovation thermique. Donc, on aura vraiment beaucoup de sujets à discuter avec lui. Et pour finir, le 12 mai, on aura Anthony Smith.
Génial. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc on a bon, d'ici là, il y aura d'autres personnes. La semaine prochaine, la semaine prochaine, le 31 mars, on fait une table ronde qui est organisée par notre camarade de Doha, Azam Amin, avec l'historien Ilan Papé et Yael Lerer, qui était donc aux législatives la candidate soutenue par LFI contre Meyer Habib, le bien nommé. Donc, ça sera justement une table ronde autour du conflit, enfin de la guerre à Gaza, plus exactement. C'était qui la candidate contre Meyer Habib? Yael Lerer. Yael Lerer, hein, militante pour la paix aussi. Et donc, voilà, on parlera de paix, de paix durable et de paix juste et durable, parce que plus vite on en parle et plus vite peut-être ça se fera dans le... Vas-y, Sophie. Sublime. On a Oui. oublié un truc super important. Oui. En plus, j'avais dit que je commençais Ah par mais ça. oui, mais On oui, a oublié de parler de ça. mais oui. Alors, raconte-nous ça. Oui, le kit militant. Donc ça, c'est la pochette qui nous a été distribuée à Villepinte, à tous les militants. Et maintenant, elle est en ligne. Peut-être qu'on pourra mettre le... que vous pourrez... Ouais, moi, je ne sais pas faire. Sur la vidéo YouTube, on mettra, ouais. Sur YouTube, voilà, vous pourrez mettre Ouais. le lien pour télécharger le PDF directement. Ça nous a été distribué à Villepinte. Et là-dedans, vous avez plein de fiches sur le fond comme sur la forme. C'est-à-dire sur le fond, qu'est-ce qu'on défend aux européennes? Sur la forme, c'est comment agir sur les réseaux sociaux, comment organiser un porte-à-porte. Et c'est vachement bien foutu. C'est vraiment très clair. Vous avez des points argus. Voilà, pour un pôle public de l'énergie. Vous avez vraiment par thème, tout est décliné. Transformer notre modèle agricole et alimentaire. Et le petit prospectus que moi j'aime bien, notamment pour ceux qui veulent tracter, ou qui peuvent tracter, ça dépend des Français de l'étranger. Vous avez ici le petit prospectus avec les 15 combats que nous portons à l'échelle européenne. Ah oui, c'est très bien. Ben ça, on va le mettre en lien. On va le mettre en lien dans la description sur YouTube, hein, puisque en fait, pour l'instant, donc cette émission, elle est retransmise en même temps sur YouTube et sur Facebook. Elle reste visible encore 6 jours sur la chaîne Twitch, mais de toute façon, sur notre chaîne YouTube France Insoumise Français de l'étranger, elle bouge plus. Et donc, on mettra sur YouTube le lien vers le PDF de ce kit militant. C'est très bien. Je voudrais en profiter là pour remercier en fait les personnes qui se sont abonnées. Figurez-vous que sur la chaîne Twitch, nous sommes passés de 7 à 207 abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent et merci de... Ouais, vraiment. Merci si vous aimez cette émission et si vous êtes intéressé par ce qu'on entreprend là d'information pendant la campagne des européennes, eh bien, parlez-en autour de vous. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour gagner en visibilité. Et vraiment, je pense que si vous jugez que ce qu'on fait est utile, eh bien, aidez-nous à gagner en visibilité. Sur YouTube, on est passé de 780 et quelques à 804 abonnés. Donc, merci à les 20 et quelques personnes ou 30 personnes qui se sont abonnées récemment. Et pareil, continuez à en parler autour de vous. Et oui, le journal de l'insoumission qui va sortir, là, c'est le dernier numéro, c'est ça? Il est déjà sorti? Il est déjà sorti, ouais. C'est celui de mars, là. Et donc, je préviens pour les Français de l'étranger que lorsqu'on s'abonne, on peut le recevoir en version papier
jusqu'au Japon, hein. Donc abonnez-vous à l'insoumission. Et puis c'est quand même, moi je trouve que c'est un journal où on a quand même des infos vraiment vraiment intéressantes, quoi. Bon, il y Donc a un entretien avec Manon. Vous avez aussi un article sur notre coalition Maintenant le peuple. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là, mais en 1h30, on a déjà balayé pas mal de sujets. Mais donc là-dessus, vous avez un article qui retrace les dernières discussions à Copenhague de notre coalition avec les Danois, les Espagnols, le Sinn Féin en Irlande, etc. Et vous avez un petit coin pub que je mentionne. Enfin, il y a pas mal d'ouvrages recommandés, mais moi, je fais effectivement la promo des questions européennes, donc du bouquin de Leila Chabi, qui s'appelle Députée pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne, où elle raconte un peu l'envers du décor. En plus, il y a un peu d'humour. Enfin, c'est très agréable à lire. Voilà, où elle raconte l'envers du décor, et y compris elle, en tant que premier mandat, tout ce qui l'a perturbé, fasciné, intrigué au début. Voilà, elle raconte les coulisses des négociations. Ah, c'est intéressant, c'est bien. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour tout ça. Donc, voilà, en résumé, eh bien, restons mobilisés, mobilisons-nous. On vérifie si on est bien inscrit sur les listes électorales. On parle aux copains français autour de soi pour s'assurer qu'eux aussi, ils vont faire pareil. Le 9, on va les chercher par la peau des fesses pour les emmener au bureau de vote. On vote. On vote pour la liste de l'Union populaire aux élections européennes, et ça n'a peut-être jamais été un enjeu aussi important depuis que ces élections existent que maintenant, puisqu'on commence quand même maintenant vraiment dans nos vies quotidiennes à comprendre tout ce qui se fait pendant qu'on regarde ailleurs. Dans cette grande machine qu'est la Commission, l'Union, le Parlement européen et toute cette institution, quoi, hein, qui nous paraît abstraite, mais qui a de plus en plus d'effets extrêmement concrets sur nos vies, et pas des meilleurs effets jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et puis après, pour finir, comme dit, on se retrouve le 7 avril avec Rima, qui est juriste spécialisée en droit international et des réfugiés. Le 21 avril, avec Daniel Ibanez, qui est cofondateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Puis, le 5 mai, on se retrouve avec Damien Carême, eurodéputé européen du groupe Les Verts et candidat sur la liste d'Union populaire. Et pour finir, le 12 mai, avec Anthony Smith, inspecteur des travaux. Voilà. Et le 31 mars, on se retrouve pour une table ronde avec Ilan Pappé et Yael Herrer sur le conflit palestinien pour une paix juste et durable. Le 14 avril, on se retrouve avec Patrick Zand pour parler des institutions humanitaires internationales. Et pour l'instant, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir accordé ce temps, d'avoir répondu à nos questions, même les plus bêtes, puisqu'il n'est pas de questions bêtes, on a bien compris. Et à bientôt. Et bien voilà, tous ensemble, voilà, restons mobilisés et mobilisons-nous encore plus. On s'inscrit, on vote. Et on vote insoumis, voilà. Merci beaucoup. Vous partez pas tout de suite, les filles. Je vous retrouve après le générique et j'envoie le générique de fin. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Salut. À la semaine prochaine. Bon week-end, bonne fin de week-end.
Il est trop bien le générique. Pourquoi vous mettez pas ça au début? On le met au début. Apparemment, on nous entend à l'extérieur. On n'a pas coupé le Twitch. Ah ah.